à toutes et à tous. Smart Impact, c'est l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociale et environnementale un axe fort de leur stratégie. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas, comment ça va? Mais je suis en pleine forme, ça tombe bien. Allez, au sommaire, aujourd'hui des bijoux avec Manuel Malène, président de la maison Courbet, premier joaillier écologique et éthique de la place Vendôme. Notre débat RSE du jour portera sur la pollution lumineuse dans nos villes. On se demandera comment la diminuer. Et puis du spectacle engagé, Diariata Ndiaye nous racontera comment elle sensibilise le public aux violences faites aux femmes avec un spectacle donc de slam, mot pour mot, et surtout, ce dont on va parler, une application pour mobile, App Elle. Voilà pour les titres, c'est parti pour Smart Impact. Bonjour Manuel Malène. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes le cofondateur avec Marianne Wachtmeister de la maison Courbet, maison de joaillerie qui est installée sur la place Vendôme à Paris, avec vos diamants, votre or, qui sont différents des autres. Pourquoi ? Alors ils sont différents dans le sens où l'or vient de ce qu'on appelle les mines urbaines, c'est-à-dire là où on récupère les téléphones portables, les ordinateurs, les cartes graphiques, il y a un petit peu d'or là-dedans, et on sait d'ores et déjà qu'il y a plus d'or au-dessus de la Terre qu'en dessous de la Terre, donc pourquoi pas le réutiliser, tout simplement. Donc c'est de l'or recyclé en quelque sorte. C'est de l'or recyclé, mais qui provient un peu de la techno, on va dire. Okay. Et de l'autre côté, on ne travaille qu'avec des diamants de laboratoire, des diamants créés par l'homme. Il faut savoir que le diamant, c'est du carbone. Il y a des millions d'années sous terre, ce carbone-là, emprisonné dans le magma terrestre, sous haute pression, haute température, s'est transformé en diamant. Et bien, ce carbone, on fait exactement la même chose en laboratoire. Et magie de la nature, ça devient du diamant. Mais ils sont aussi beaux que les diamants de nature. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. En gros, alors, pour choquer parfois, je dis c'est la même différence que vous avez entre un bébé éprouvette et un bébé. À part la naissance, tout le reste est pareil. Ouais. Donc c'est exactement ça. Et surtout, ça évite les plus gros trous faits par l'homme sur la Terre, que sont les mines de diamants. Ils sont fabriqués à partir de la même matière première. Expliquez-nous un peu techniquement. Du carbone, en fait, c'est des atomes de carbone que l'on va soumettre à haute pression, haute température, et ils vont s'agréger, se former, et ça va devenir un diamant brut. Et quand on le fait en laboratoire, on le fait avec la même certitude de résultat que la nature. Parfois, c'est très beau, mais parfois, c'est très vilain. Donc voilà. Et ensuite, l'homme va faire son œuvre en taillant ce diamant-là. Et donc, c'était pour répondre à une demande croissante de la part des clients. Vous avez créé Courbet. Comment s'est passé ? Vous étiez dans la joaillerie déjà. Oui, j'étais dans ce milieu-là depuis, ça fait 30 ans maintenant, le temps passe vite. Quelques années. Quelques années, on va dire, effectivement. Ça se voit pas. Non, c'est bien, c'est gentil. J'adore la télé. Donc, le fait est, c'est que ce diamant-là, il existe depuis très très longtemps, en fait. On sait faire du diamant, mais on sait le faire pour l'industrie. Et l'industrie, on fait de la poussière. Et la poussière, on se fiche de sa couleur, de sa taille, de sa pureté. Or, ça fait 7-8 ans maintenant qu'on arrive à le faire pour la joaillerie et donc de faire un diamant qui grossisse et qui soit assez beau pour qu'on puisse l'utiliser. En fait, moi, j'ai découvert ce diamant-là il y a maintenant 4 ans et en le découvrant, je me suis dit, et en partageant avec Marianne, je me suis dit, attends, il y a un truc incroyable à faire. Parce qu'en général, quand on crée une marque écologique, on a souvent des contraintes, on est obligé de faire parfois des concessions sur le style, des concessions sur la pureté, etc. Là, c'est pas du tout. On a de l'or et des diamants. Donc les deux matériaux les plus usuels dans la joaillerie. Oui, de qualité, quoi. Donc on a de quoi s'amuser. Donc la demande des clients, pour reprendre la question d'Émilie, elle existait peut-être, mais un peu virtuelle, parce qu'on ne pouvait pas encore les produire, c'est ça ? Parce qu'il n'y avait pas d'offre. Ouais. Tout simplement, les gens ne savaient pas que ça existait. Oui, puis on peut se dire, dans le luxe aussi, il y a une demande en fait, de transparence. Mais clairement, les gens effectivement, ont cela en conscience, et qu'ils soient clients du luxe ou pas. Et qui sont vos clients d'ailleurs, vous ? En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est peut-être les millennials qui représentent la plus grande partie de notre clientèle. Parce que je pense que l'écologie sont nés avec, tout simplement. Donc c'est vraiment un sujet important chez eux. Après, il y a une rencontre un peu évidente qui est la bague de fiançailles. Et donc c'est aussi les millennials qui sont un peu plus concernés que ma génération, par exemple. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de millennials qui viennent. Et vous avez créé la maison Courbet en 2018. L'idée, c'était en 2017. Ça marche ? Ça a bien décollé ? Ah oui. On est même étonné du succès, on va dire, avec Marianne. Et non, c'est clair, il y a un très bon bouche à oreille. Il y a eu énormément de retombées sur le sujet.
Et en fait, je pense qu'on répond, et comme vous le disiez, Émilie, on répond vraiment à une demande. Et là, il y a une vraie rencontre qui se fait. Et ça se passe formidablement. Comment vous êtes accueillis par les acteurs du marché, de la place Vendôme notamment? Il me semble que vous avez fait 2 levées de fonds, je crois, et parmi vos actionnaires, il y a une maison de la place Vendôme? Il y a effectivement une maison de la place Vendôme, je la laisse, elle, le dire. Mais effectivement, oui, on a fait 2 levées consécutives, dont une pendant le Covid. Mais c'est vrai que l'accueil que l'on a, franchement, il est pas mal. Enfin, je veux dire, déjà, on est tout petit, faut pas rêver. Donc pour l'instant, il s'intéresse pas trop à nous. Mais j'ai envie de dire, c'est plutôt les miniers qui sont effectivement un peu. Oui, parce que vous secouez quelques habitudes quand même, et puis des traditions ou un marché existant depuis des décennies. Alors oui, c'est un marché qui est bien contrôlé depuis pas mal de temps, et c'est vrai qu'on arrive un petit peu en trublion sur ce marché-là. Donc c'est vrai que ça bouge un petit peu. Mais je pense que ce diamant-là, c'est l'avenir, pas parce qu'on le fait, parce que ça serait très prétentieux de le croire, mais tout simplement parce que, comme vous le disiez, il y a une vraie conscience écologique, et à partir du moment où il y a une alternative qui est exactement la même chose, pourquoi pas l'employer? Et puis d'autre part, les mines, comme tout ce qui se passe sur la Terre, on a déjà pillé tout ce qu'il fallait, et il y en aura de moins en moins. Oui, les conditions de travail aussi, des mines. Alors, voilà, ça c'est également un autre sujet, et je crois qu'il y a des films qui s'en sont sortis bien sur le attaqués. sujet, exactement. Ces diamants, est-ce qu'ils coûtent moins cher que des diamants naturels? Alors, oui, ils coûtent moins cher, mais ils coûtent moins cher pour une raison toute simple, c'est-à-dire que ça coûte 3 fois plus cher de produire un diamant en laboratoire que de l'extraire des mines. Par contre, sur le laboratoire, j'ai 1 à 3 intermédiaires au maximum, alors que dans le diamant de mine, on est sur une dizaine d'intermédiaires. Et en fait, c'est le circuit court qui fait qu'il est moins cher à l'arrivée. C'est pareil pour l'or, je crois que ça coûte plus cher de prendre de l'or recyclé. Alors là, en l'occurrence, c'est plus cher, quoi qu'il arrive. C'est vrai que c'est 15% plus cher à peu près, l'or recyclé qu'on utilise nous. Et c'est quoi? C'est un marché qui existe du recyclage de nos tablettes, de nos smartphones pour récupérer les métaux. Exactement, il y a des métaux rares, il y a un tas de choses. Il y a un petit gramme d'or qui se promène dans les cartes graphiques. Et autant l'employer, quoi. La technologie dont vous parlez, parce que c'est ça qui est aussi passionnant, c'est un gain technologique. Est-ce qu'elle est maîtrisée en France, cette technologie de production du diamant Alors, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, mais on milite pour ça. Et on parlait tout à l'heure de la levée de fonds que l'on a faite. Elle est aussi pour motiver un petit peu une production française. Et en fait, on s'est associé. Ils viennent d'où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les diamants qu'on utilise, nous, viennent essentiellement de Russie et des États-Unis. Parce qu'en fait, c'est très consommateur d'énergie de faire du diamant. Ça, il faut le reconnaître. Et on va la chercher là où l'énergie est la plus propre. En l'occurrence, en Russie, la manufacture de diamants est adossée à une centrale hydroélectrique. Aux États-Unis, il y a une grande partie qui est faite en solaire. Donc on est allé les chercher là. Maintenant, il n'y en a pas en France et on veut avoir du diamant français. C'est un petit peu un cocorico. Et quelque part, ce qui nous fait rêver avec Marianne, c'est de se dire le top de la techno d'un côté qui nous permet ce diamant-là et le top de l'artisanat. Et réunir les deux, quelque part, sur l'atelier de cet artisan qui, depuis 3 générations, fait la même chose, ça serait formidable. Et donc en France, on a trouvé, on s'est associé avec quelqu'un. Vous avez un projet pour fabriquer des diamants en France. Exactement. Une grande première. Grande première, absolument. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça va être fait quand alors du coup? Alors il y a les premiers qui sont de manière très, c'est un peu là en test. On a reçu les premiers. Je pense que de manière un peu plus importante, ça sera fin 2021. C'est très compliqué de faire du diamant. C'est très compliqué de faire du beau diamant. Le nom de votre entreprise aussi, la maison Courbet, fait évidemment référence au peintre, qui a en plus une histoire avec la place Vendôme. Ça, je ne sais pas si vous l'aviez prévu, mais sinon le hasard est bien tombé. Alors, on ne l'avait pas prévu, mais quand on a vu qu'il avait fait ça, on s'est empressé, en tous les cas, de choisir ce nom-là. Et c'est vrai que Courbet, c'est l'origine du monde que tout le monde connaît, ce tableau qui est toujours pas sur Facebook, on ne peut pas le mettre sur Facebook, donc ça c'est fantastique, il est encore disruptif aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en 1871, je crois, il est communard, replacé dans la commune de Paris, et c'est lui qui fait déboulonner la colonne Vendôme. Et il fait déboulonner la colonne Vendôme, en plus pour une bonne raison, puisqu'il dit « je suis rue de la Paix, et la première chose que je vois rue de la Paix, c'est une colonne à la gloire des guerres napoléoniennes. » Il dit « non, ça doit aller ailleurs, et on doit faire autre chose ici. » Donc quelqu'un qui a voulu bouger la place Vendôme pour une bonne raison, ça sonnait pas mal. Merci beaucoup, c'était passionnant de découvrir la maison Courbet. À bientôt sur Bismart, évidemment. Tout de suite, le débat de Smart Impact, comment diminuer la pollution lumineuse dans nos villes.
Comment diminuer la pollution lumineuse? C'est le thème de notre débat RSE du jour. On accueille tout de suite nos deux invités pour en parler. Alors, il s'agit d'Anne-Marie Ducroux, présidente de l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne. Bonjour. Bonjour. Et Jérôme Cohen, fondateur et président de l'organisation Engage, qui fédère des acteurs du changement. Bonjour Jérôme. Bonjour à vous deux. Bienvenue à tous les Merci. deux. Merci de cette invitation. Pour parler de ce sujet passionnant. Un chiffre peut-être pour commencer, plus 94% d'augmentation de lumière émise la nuit pour l'éclairage public en 20 ans. Vous précisez sur votre site qu'il faut ajouter à ce chiffre les lumières émises par les publicités, les enseignes lumineuses, les façades, vitrines, bureaux, etc. C'est énorme. Il y a une désinformation concernant ces chiffres, cette pollution lumineuse. Il n'y avait surtout pas d'informations. Donc, en fait, il est très difficile de se rendre compte de cette quantité de lumière que l'on émet la nuit, tant par les sources publiques que privées, puisque finalement, les chiffres n'existent pas, ne sont pas globalisés et que les tendances ne sont pas montrées. C'est ce qu'on a voulu faire à partir de sources publiques. Et on montre ça en seulement 20 ans. Donc, ça montre bien... Parce que votre association a 20 ans, notamment. Nous avons 20 ans d'existence et nous suivons les chiffres et les données publiques depuis plusieurs années. Donc, ça montre bien, en tout cas, que si on a plus 94% de lumière émise et plus 89% de points lumineux consacrés au seul éclairage public, on est dans un phénomène colossal, mais encore sous-estimé, puisqu'on ne sait pas mesurer toutes les sources privées qui contribuent elles aussi à la pollution lumineuse. Par exemple les vitrines de magasins, tout ce que... Moi je me suis toujours demandé pourquoi les vitrines de magasins restaient allumées toute la nuit. Bon, je ne sais pas si vous avez la réponse les sièges sociaux à cette aussi, question. Et les sièges sociaux des entreprises, c'est vrai. C'est un mystère parce qu'en fait, c'est pas leur intérêt. Ouais. Mais alors nous, on entend tous les arguments, bien entendu. On nous a même dit ah mais non, mais ça contribue à la sécurité dans les villes. On leur dit non, mais il y a l'éclairage public pour ça, c'est sa fonction, c'est sa finalité. Donc il n'y a pas de besoin réel de le faire. Et nous, on fait même des suivis de terrain. Je pourrais vous montrer ou vous raconter des tas d'exemples où on voit par exemple un photographe ou un joaillier qui sort les objets précieux de la vitrine la nuit pour risque de vol et qui en fait laisse la vitrine tout éclairée. Vous voyez, c'est des tas de choses comme ça qui sont complètement aberrantes et qui en plus, il faut le dire tout simplement, sont un coup pour eux. Donc c'est quand même un non-sens. Mais Jérôme Cohen, est-ce que ça incite le client à revenir le lendemain s'il passe en fin de soirée devant une vitrine éclairée? Enfin, vous voyez, c'est quoi la logique économique et commerciale? je pense que j'ai pas d'échute, j'ai pas de réponse à vous donner là-dessus, bien évidemment, j'en ai pas faite. Mais je trouve que ça montre surtout, de même que pour la pollution atmosphérique, l'évolution encore à faire sur la prise de conscience des acteurs des villes, des maires, des acteurs locaux, mais aussi des décideurs d'entreprise et des citoyens. Et je pense que vous réagirez là-dessus, évidemment, vous savez mieux que moi, mais que cette prise de conscience, elle est en train de s'accélérer. Et finalement, des entreprises, notamment des entreprises, oui, je crois, parce que les entreprises, c'est constitué de salariés, les décideurs sont des citoyens, et ils ont une interaction forte avec les maires, avec les élus locaux. Et c'est sur ces trois acteurs qu'on peut avoir un poids et qu'on peut faire évoluer les consciences. Mais entre la prise de conscience qui s'accélère et qui est récente, comme pour le climat, et puis le passage à l'action, eh bien, il y a des actions de lobbying, d'intérêt général, des actions de prise de conscience, de connaissance, de compréhension. Et je pense que toutes ces dimensions sur l'impact sur le biorhythme, sur l'impact sur les hommes, sur la faune, sur la flore, est en train d'émerger de plus en plus. Et je pense que ce phénomène, je crois, cette prise de conscience, et donc qui va s'en suivre, va s'accélérer dans les prochaines années. Alors, on va parler de cet impact, mais d'abord sur la capacité à convaincre et peut-être les freins que vous rencontrez. C'est encore difficile de convaincre des chefs d'entreprise ou même des collectivités locales, des mairies, de faire baisser comme ça cette pollution lumineuse. Écoutez, nous, on a 20 ans de recul sur cette argumentation et cette pédagogie du sujet et des enjeux au sens pluriel, parce qu'ils sont nombreux. Quand les premières alertes ont été données par les fondateurs de l'association, ils étaient évidemment pris pour des farfelus totales. C'est-à-dire que ce sujet n'existait pas et ceux qui le soulevaient étaient forcément complètement erratiques. Deuxième étape, on a été pris pour des gens dangereux. Parce que quand les choses ont commencé à prendre, c'est juste le bon sens, en fait, ce qu'on raconte. Et en plus, on peut démontrer par l'exemple que ça marche mieux si on fait un peu comme on recommande de le faire. Alors du coup, on a heurté de plein fouet des lobbies très installés depuis des décennies. Donc, on a été pris pour des gens relativement dangereux qu'il fallait contrer par des arguments et notamment de faux arguments. Et enfin, aujourd'hui, on est dans l'étape actuelle vraiment différente où on explique les choses. Il faut quand même passer un peu de temps à expliquer.
Mais quand on fournit les chiffres, les données, les possibilités, les objectifs et les gains qu'on peut réaliser aussi, mais les gens nous disent, mais c'est juste le bon sens que vous nous dites. Donc on a vraiment cheminé en 20 ans sur tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des résistances. Par exemple, on nous argumente toujours sur la sécurité. On connaît cet argument depuis 20 ans. Donc, vous pouvez prouver que ça n'a pas d'impact sur la sécurité, le fait d'éteindre ou de moins éclairer? On a des tas de chiffres sur cette question. Premièrement, les chiffres du ministère de l'Intérieur, quand on est dans un cas d'extinction partielle ou complète en milieu de nuit, parce que c'est souvent en milieu de nuit, c'est pas à 19h dont on parle, les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent que les délits ont lieu majoritairement de jour, donc ne sont pas liés à des questions d'extinction nocturne. D'autre part, on sait, puisqu'on les suit, qu'il y a 12 000 communes en France, donc déjà un tiers des communes, et pas que des toutes petites, qui pratiquent de l'extinction en milieu de nuit. Donc on sait qu'elles ne sont pas à feu et à sang. Et en plus, on sait qu'elles font d'énormes économies budgétaires. Alors nous, ce qu'on propose les 3/4 du temps, c'est de dire, premièrement, faites de la pédagogie, parce que quand on explique aux élus, aux équipes territoriales, aux citoyens, ils comprennent les enjeux. Alors, et d'emblée, c'est quoi les enjeux? Parce qu'il y a quand même des enjeux sur l'environnement qui sont gravissimes, sur les insectes et les animaux qui sont très touchés. Ça modifie leur comportement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce que provoque cette pollution lumineuse sur l'écosystème? La pollution lumineuse, c'est un sujet passionnant parce que c'est un sujet véritablement de développement durable ou de responsabilité sociétale, parce que ça intègre tous les aspects. Des conséquences sur la vision, le sommeil et la santé humaine. Des conséquences sur la biodiversité, je vais revenir pour répondre à votre question tout de suite. Des conséquences sur la consommation énergétique, la consommation de budget public, des effets sur le climat, des émissions de gaz à effet de serre qu'il faudrait mesurer beaucoup plus globalement, plus des conséquences astronomiques, etc. Consommation de terres rares, puisqu'on utilise aujourd'hui pour les LED énormément de terres rares. Donc vous voyez, c'est quand même une question extrêmement intégrée, intéressante. Sur la biodiversité, c'était un des aspects totalement méconnus de la question que nous avons fortement porté à l'agenda public jusqu'à le faire inscrire dans la dernière loi de biodiversité en 2016. Désormais reconnu dans cette loi et avec de nombreuses études scientifiques, on a aussi fait un guide sur de la bibliographie scientifique internationale qui montre par groupe d'espèces tous les impacts qui peuvent être différents par espèce de la pollution lumineuse. Pour les insectes, on dit aujourd'hui que c'est la deuxième cause de l'effondrement actuel des insectes, après les pesticides ou avec les pesticides. On a des études, notamment en Allemagne, qui ont montré très clairement qu'il y avait une énorme différence pour les pollinisateurs, pour ne prendre que cet exemple, entre une zone éclairée qui est pollinisée davantage la nuit et une zone éclairée qui ne l'est pas, avec 62% de différence. La pollinisation, c'est une conséquence directe pour la reproduction de la flore et c'est une conséquence directe pour notre alimentation, par exemple. Jérôme Cohen, ces arguments, ils commencent à peser. Votre organisation engage, elle fédère les acteurs du changement. Imaginons, vous arrivez dans une ville, vous allez essayer quoi, de fédérer à la fois la mairie, les grandes entreprises. Comment vous pouvez faire avancer une thématique comme celle-là? Je pense qu'une thématique comme celle-là, il faut essayer, je crois, de toucher les acteurs de cet enjeu. Il y a évidemment les citoyens et la progression, à mon avis, de la conscience de la pollution, qu'elle soit atmosphérique, sonore ou lumineuse. Bien, tout ça va faire que ces citoyens vont avoir un poids de plus en plus fort sur les villes. Et ensuite, pour les autres acteurs, que sont les villes ou les entreprises, bien, il faut essayer de comprendre à chaque fois, de façon assez fine, quel est l'argument qui va toucher en premier. Pour les entreprises, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'argument économique n'est pas négligeable et qu'il participera de l'accélération du changement. Après, pour les villes, eh bien évidemment, les citoyens sont des électeurs, donc je pense que ça aura un poids aussi manifeste. Et puis, il faut réussir, je crois, à trouver un juste équilibre entre des questions environnementales, d'abord, ce qui sont à mon avis majeures, mais dans l'environnement ou les hommes font partie de la biodiversité, donc évidemment l'impact est fort. Et puis après, des arguments qui sont d'ordre économique, et puis des arguments qui sont probablement d'ordre sécuritaire. En fait, tout ça, on doit trouver l'équilibre qui va faire basculer la prise de conscience vers des transformations effectives. Et l'association que vous dirigez a évidemment un rôle et un impact majeur. Nous, on est là pour amplifier et puis pour apporter
ces éléments aux décideurs, à ceux qui vont prendre les décisions et qui vont faire vraiment bouger les choses. Voilà. Sur le terrain. Sur le terrain, oui, exactement. Merci beaucoup, merci à à vous. tous les deux d'avoir participé à ce débat dans Smart Impact. Tout de suite, une application pour prévenir, pour dénoncer les violences faites aux femmes. Bonjour Diaryata Ndiaye, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice, la directrice de Résonante. C'est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Vous avez lancé il y a quelques années, 2015, une application pour mobile, Appel, A2P-E2LES, dont le nom résonne comme une injonction. Il faut appeler, évidemment, quand on a conscience de ce qui se passe parfois dans son environnement. Comment fonctionne cette application ? Alors déjà, c'est une application qui est gratuite. Donc, une fois qu'on l'a téléchargée, on définit jusqu'à 3 personnes de confiance qu'on va pouvoir alerter en cas de difficulté. Donc, une fois que ces 3 personnes de confiance ont accepté, parce que c'est quand même une responsabilité d'être cette personne de confiance, quand j'enclenche une alerte, ces 3 personnes reçoivent une notification et elles vont pouvoir entendre en direct ce qui se passe, avoir le suivi GPS en temps réel. Donc, ces 3 personnes vont comprendre dans quelle situation je me trouve, elles vont pouvoir savoir où je me trouve et vont pouvoir organiser les secours à ma place. L'ensemble de cette alerte est automatiquement enregistré et sur mon téléphone et sur celui de mes personnes de confiance. Et l'idée, c'est aussi de permettre à ces femmes victimes de toute forme de violence d'avoir des audios qui vont pouvoir prouver ce qui leur est arrivé, parce que la question des preuves, c'est aussi un vrai sujet. Bien sûr. Donc, Elle existe depuis 2015, donc vous pouvez tirer une forme de premier bilan et évaluer son efficacité. Il y a beaucoup de femmes qui ont pu échapper aux violences qu'elles subissaient grâce à l'application. Alors donc cette application, donc elle a une fonction d'alerte, mais elle a également d'autres fonctionnalités. On peut entrer en contact avec les associations d'aide aux victimes présentes dans son territoire, on peut trouver de l'info, on peut contacter les secours, on peut chatter avec la police et les gendarmes. Donc aujourd'hui, on est à près de 40 000 téléchargements. Et donc les chiffres que j'ai qui sont très explicites, c'est ce qui s'est passé pendant le confinement. Donc sur les 8 semaines de confinement, il y a eu 6400 alertes enclenchées depuis l'application, donc des personnes qui ont contacté leurs personnes de confiance. Beaucoup plus qu'avant. D'habitude, c'est quoi le... Généralement, on était entre 1008 et 2300 alertes. Donc une Là, on a fait 6400 alertes. Il y a eu également, pendant le confinement, 1200 appels vers le 112. Donc, effectivement, on a su que pendant cette période, les violences avaient augmenté. Alors, ce que ça nous a permis de voir, c'est qu'on avait vraiment pensé un outil efficace, parce que il a pu être utilisé même dans cette situation très compliquée pour les femmes victimes de violences. Ouais, vous proposez aussi une carte internationale interactive. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver grâce à cette carte ? Des lieux justement pour être aidé ? C'est ça, c'est que le problème quand on est victime de violence ou qu'on est témoin de violence, c'est qu'on a envie de s'en sortir, on a envie d'aider, mais on ne sait pas exactement où trouver de l'aide. Il existe en France et même au niveau international tout un tissu associatif qui est très professionnel, qui propose de l'aide juridique, de l'écoute, de l'hébergement d'urgence. Et l'idée, c'était de pouvoir faciliter l'accès vers toutes ces ressources existantes. Les recenser et leur Exactement. permettre un relais. Exactement. Donc, par le biais de l'application, on peut rechercher une structure autour de soi, on est géolocalisé, puis on voit apparaître autour de soi les structures physiques dans lesquelles on peut se rendre, mais on voit également les gendarmeries qui sont dotées d'un bureau d'aide aux victimes, on voit également les hôpitaux. Enfin, vraiment, l'idée, c'est de centraliser vraiment tout ce qui est utile pour les femmes victimes de violences ou pour toutes les personnes qui sont témoins et qui ne savent pas trop comment agir. L'idée, c'est de centraliser tout ça dans une application. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte qu'avec cette appli, on avait des informations qui étaient importantes et qui permettaient aussi aux associations d'adapter les services qu'elles proposaient. Un exemple tout simple, c'est qu'on peut savoir à quelle heure les utilisatrices appellent les structures. Donc, si on se rend compte qu'elles appellent plutôt le mardi soir entre 19h et 23h et que l'association propose ses services seulement jusqu'à 20h, c'est un peu compliqué. Donc l'idée, c'est aussi on a des données qui sont assez importantes qu'on met au service des structures pour leur permettre de mieux adapter les services qu'elles proposent. Ça fait une douzaine d'années que vous êtes engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment avec un spectacle de slam, mot pour mot. On va regarder un extrait.
Je me sens belle et libre depuis que je suis partie. Vivre, de dire et de sourire. Je me sens belle et libre depuis que je suis partie. Je me sens vivre. Ce n'est plus un mirage, je vis sur un nuage. J'ai dessiné un sourire sur mon visage. Je perdais tout courage et je restais sage. J'envisageais le pire puis je tournais la page. Je foutais ma vie en l'air, j'étais à bout de nerfs. J'avais besoin de tendresse, il fallait que cela cesse. J'avais besoin d'amour, j'ai appelé au secours et jamais rien en retour. Je me sens belle et libre depuis que je suis partie. Je peux être jolie sans que personne ne soit jaloux. Belle et libre depuis que je suis partie. Je ne cache plus mon visage, n'ai plus besoin de maquillage. Année après année, après tant de méchanceté. Ce spectacle est un outil de sensibilisation, notamment pour le jeune public, c'est ça, les adolescents? C'est ça. C'est vrai qu'on est sur des sujets qui sont très compliqués. La question des violences, c'est pas très joli, quoi. Et donc, quand on veut aborder ces sujets qui concernent aussi les jeunes publics, il faut arriver avec des supports qui leur permettent d'appréhender la thématique. Donc, ce spectacle nous permet de sensibiliser les jeunes publics et les jeunes adultes. Et c'est vrai que ce qui est assez fou, c'est qu'à chacune de nos interventions, parce qu'avec l'association Résonante, on a comme public cible les 15-24 ans et on a créé des supports pour travailler avec ces publics-là. À chacune de nos interventions, on a des témoignages de jeunes victimes, mais également de jeunes témoins de ce qui se passe à la maison. Et on se rend compte que d'arriver avec des outils et des supports adaptés à ce public-là, ça permet de libérer la parole et c'est quelque chose qui est assez important sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Merci. bravo Diariata NDI. Je rappelle le nom de votre association, vous venez de la reciter, c'est Résonante. Et puis cette application pour mobile, App Elle. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. On vous donne rendez-vous dès demain à 9h sur Bismart. À demain. Merci.